Bonsoir à toutes. Bienvenue Arsène. Bonsoir à toutes et à tous. Vous imaginez qu'on pensait qu'il y aurait un peu moins de monde ce soir, vu les circonstances. Et puis, bon, il y a l'aspect économique qui est là, puis 40 de 12% à une semaine de 26%. Donc ça veut dire que l'économie, et Christine Lagarde qui a fait son discours, n'a pas réussi à relever la situation. Et donc, évidemment, vous imaginez que les conséquences de cette crise vont peser sur toutes. J'ai zappé juste avant de venir sur toutes les chaînes de télé. On annonce qu'il n'est pas impossible que le président de la République, tout à l'heure, annonce que les élections soient reportées. Soit il ferait consulter les présidents du Parlement. Donc il y a eu quelques fuites. Et donc, paraît-il que, ce que j'ai entendu, paraît-il que les groupes parlementaires ont dit qu'ils y étaient opposés au report de ces élections. Et donc, il paraît que le président est inquiet. Il ne sait pas. On était dans l'incertitude jusque sera l'incertitude. Alors, on a imaginé que je crois qu'on est des citoyens avant tout, que c'est un sujet quand même d'une importance capitale. Et donc, à 20h, on vous mettra le discours de Macron. Je crois que c'était une utilité absolue, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir ce soir par inquiétude du coronavirus, mais également parce qu'ils attendaient le discours du président de la République. Donc, on a fait le nécessaire qu'à 20h, on fera une coupure et on passera la vidéo en direct du président de la République. J'ai demandé aux techniciens au dernier moment de pouvoir intervenir, donc j'espère que ça va marcher. Merci. Donc voilà la situation. Alors, moi je pense que nous devons, ce soir, même en étant peu nombreux, et je vous remercie ceux qui sont venus parce que vous avez le courage d'être des militants de notre cause, des compagnons de notre aventure. Et donc je pense qu'il faut que nous puissions continuer comme nous l'avons fait dans une campagne où je pense que nous avons pu développer tout ce que nous avions en réflexion et au fond du cœur. Et l'accueil que nous a réservé la population est à cette hauteur. Donc, c'est avec la volonté de remporter cette nouvelle bataille électorale pour notre cher Pertuis que vous me retrouvez ce soir plus déterminé que jamais, malgré la situation. Je suis là avec une équipe renouvelée, compétente, combative, généreuse et dépourvue de tout calcul politicien pour vous présenter notre projet qui maintiendra Pertuis sur le rail du futur. Je vous rappelle que lors de la dernière séance, nous avions, c'était petit à petit, elle avait pris de l'embonpoint notre séance, et donc nous n'avions pas pu présenter le programme. On nous avait laissé les formulaires, les documents, mais ce soir, vous allez voir, nous avons fait le nécessaire, et notamment le programme sera en partie présenté par audiovisuel, et nous avons fait ce qu'il fallait pour que les choses, nous puissions vous les présenter à la hauteur avec cette détermination que vous nous connaissez. Ce projet se veut bien évidemment la suite de l'œuvre accomplie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est à présent le maire qui va s'adresser à vous et non le candidat. Ceci pour évoquer les précautions élémentaires à prendre pour éviter d'éventuelles contaminations lors des opérations électorales que j'espère à un tour. Je vais laisser la parole à Stéphane Sauvageon, délégué en charge de l'organisation des élections municipales, qui va vous présenter les consignes. Alors les consignes, vous l'avez compris, ce sont des consignes qui viennent de la plus haute instance de l'État. Le préfet et la sous-préfète nous les ont évidemment relayées. Et donc Stéphane, à toi la parole pour nous présenter les dispositions que nous avons mis en œuvre. J'ai eu encore Madame la sous-préfète hier. Tu as la parole, Stéphane. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien déjà, quel plaisir de se retrouver ce soir dans une belle réunion publique. Je crois que le plus beau symbole de notre action, c'est de se retrouver dans cette place, parce qu'on est
dans cette salle parce qu'on a de bons souvenirs déjà et que c'est aussi le symbole de notre action. Souvenez-vous dans quel état se trouvait la salle des fêtes en 2008 et dans quel état elle se trouve aujourd'hui. Donc très rapidement, moi je voudrais dire 2 maîtres mots dans cette soirée et pour dimanche, c'est le calme et la sérénité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une perspective, et l'échelle aujourd'hui qu'on peut connaître du Covid-19, c'est que la région est quand même plus épargnée que le reste de la France, que le département du Vaucluse est plus épargné que les autres départements de la région, et enfin que Pertuis, jusqu'à aujourd'hui, n'a déclaré aucune personne atteinte du coronavirus. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut bien se sentir rassuré pour aller aux urnes dimanche. Donc la mise en place du scrutin, c'est sous l'autorité évidemment du gouvernement que nous agissons. Et les instructions sont claires. Ça nous permet, en sécurité sanitaire pour nos électeurs, de trouver des locaux qui ont été nettoyés selon un protocole établi en amont, qui le seront en aval, puisqu'après, nos chers bambins retrouveront leur école. Dans chaque bureau de vote, vous aurez une personne dédiée à l'accueil et à l'orientation. À l'entrée de chaque bureau de vote, il y aura évidemment des affiches qui rappelleront les gestes essentiels, évidemment, se laver les mains avant d'entrer dans le bureau de vote et en le quittant. À cet effet, vous disposerez bien évidemment d'un très grand flacon de gel hydroalcoolique, et donc le président du bureau de vote et l'assesseur vous demandera bien gentiment, avant de saisir l'enveloppe, de se servir de ce flacon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Si vous en avez la possibilité, de venir avec votre propre stylo bille, si possible de couleur bleue ou noire, ce qui permettra moins d'échanges de stylos au moment de signer la liste d'émargement. Pareil, le président du bureau de vote ne prendra pas en main votre carte, enfin votre titre d'identité. Vous lui présenterez devant ses yeux, enfin ceux qui portent des masques pour une raison quelconque, il pourra uniquement le loter à la demande soit du président, soit des assesseurs, et puis le remettra immédiatement. Donc en conclusion, nous sommes prêts et nous pouvons vous recevoir en toute sérénité pour que ce scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Merci. Merci Stéphane. Stéphane, tu n'as pas parlé des isoloirs. Vous savez que les isoloirs ont des rideaux, donc il a été demandé que les isoloirs soient tournés vers les murs pour que les rideaux ne soient pas utiles. Donc ça, on va pouvoir le faire dans un bon nombre de bureaux et ça va nous permettre, si vous voulez, d'avoir la conformité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, merci Stéphane. Au regard de l'évolution imprévisible de cette crise sanitaire mondiale, il ne faut pas négliger les conséquences économiques, même à Pertuis, et en particulier pour les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce et même de l'industrie. Donc j'ai fait un peu un tour évidemment de nos entrepreneurs, c'est l'inquiétude qui gagne, et c'est surtout les problèmes de trésorerie qui, évidemment, posent des problèmes, puisque, vous l'imaginez, quand un entrepreneur ne fait pas son chiffre d'affaires, il se retrouve rapidement dans une situation de difficulté de trésorerie. Donc, évidemment, nous attendons les mesures. Et ceci étant, nous avons déjà mis en place une cellule de crise pour la dimension sanitaire avec le centre hospitalier d'Aix-Pertuis, dont je suis le vice-président. Et nous avons la chance d'avoir sur notre liste Pierre Gabert, ancien directeur adjoint de l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël, qui, à mes côtés, œuvre sans relâche sur ce sujet. Il est où, Pierre? Merci, Pierre. Et nous avons le docteur Bramet, à qui je me suis déjà adressé dans des cas de suspicion. Et donc, merci.
Avec les chambres consulaires et mon adjoint Tania Marouche, nous allons prochainement mettre en place une cellule de soutien aux entrepreneurs et plus particulièrement ceux de l'hôtellerie, de la restauration et du petit commerce. Nous les épaulerons de notre mieux en espérant qu'ils passent le cap de cette crise. Vous retrouvez à présent le candidat et je poursuis le programme de notre soirée. Grâce à votre soutien chaleureux depuis 2008, nous avons tenu nos engagements et je suis fier de ce que nous avons réalisé à vos côtés en 12 ans. Le résultat est là sous vos yeux. Pertuis bouge, Pertuis prend de l'avance. Notre cité est devenue une agréable ville à la campagne, prête à affronter l'avenir avec sérénité pour les générations futures. Avec le concours du Pays d'Aix, rejoint grâce à la clairvoyance de notre maire honoraire André Borel, dont je salue ici la présence, plus de 150 millions d'euros ont été investis dans notre ville sans pour autant augmenter nos impôts. Avant de vous parler futur, avant de vous parler projet, je vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur sur le formidable chemin accompli ensemble ces 12 dernières années. Vous allez apprécier le Pertuis ville durable, ville écologique, ville solidaire, qui a pris forme au fil du temps. Vous savez que nous n'avons pas ménagé nos efforts et dont je vous laisse apprécier en vidéo cette formidable métamorphose que nous avons. La vidéo a été encore améliorée. Merci de pouvoir l'envoyer.
Pertuis bouge, Pertuis prend de l'avance, et nos efforts conjugués à ceux du Pays d'Aix ont redonné aux Pertuisiens et aux Pertuisiennes confiance en l'avenir. Ce travail considérable, c'est celui de l'actuelle équipe municipale enthousiaste et dévouée. Je souhaite que vous l'applaudissiez. Nous l'avons maintenant rajeuni et enrichi de nouveaux visages et de nouvelles compétences. Vous les avez rencontrés le 13 février dernier. Ils ont à cœur, autour de moi, de donner le meilleur d'eux-mêmes en mettant en œuvre notre ambitieux projet pour bâtir le Pertuis de 2030. Gouverner, c'est évidemment prévoir, et à l'inverse de nos détracteurs, notre projet ne date pas d'hier. Imaginé ensemble dès 2008 et inscrit dans notre plan local d'urbanisme de 2015, il a été depuis mis en œuvre avec détermination. Avec votre soutien, je souhaite évidemment que ce projet se poursuive en faveur de la modernisation de notre cité dans le respect de son cadre de vie au travers d'une politique d'investissement 2 fois plus importante que la moyenne nationale et bien sûr sans hausse d'impôts, et ceci pour vous offrir les meilleurs services publics en matière de sécurité, d'environnement, éducation, logement, santé, culture et sport. Notre ambitieux projet est prêt, humain, visionnaire, écologique, innovant. Tellement ambitieux que la liste d'extrême gauche emmenée par Éric Banon et Mme Trinquier, soutenue par le vieux parti communiste, français à panne d'idées neuves, a tenté de la copier maladroitement sur un mauvais tract de 4 pages en guise de programme. Mais je ne suis pas inquiet, car les Pertuisiens préféreront toujours l'original à la copie. Je me réjouis même secrètement, à vrai dire, parce que cela prouve que nos idées sont les bonnes, ce dont je n'ai jamais douté. Dans la continuité du précédent, notre programme dénué, lui, de toute politique, se nourrit de vos préoccupations quotidiennes, d'un vécu de terrain, avec la volonté d'innover toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, afin de vous offrir le meilleur cadre de vie. Alors que la vie communale se fait, selon moi, en dehors de toute idéologie politique et dans le bon sens, mes adversaires prisonniers de leur idéologie passéiste essayent vraiment de raviver la lutte des classes en attisant les fractures entre les Pertuisiens. Hostiles aux chefs d'entreprise et au développement économique, pensant certainement que les euros poussent sur les arbres, ils contestent aussi à l'unisson le projet de création de la future zone d'activité industrielle, approuvé après enquête publique et indispensable pour résoudre le chômage qui touche encore 1174 Pertuisiens, chômage qui risque de s'aggraver avec la crise du coronavirus. Alors, pour cette zone d'activité, vous savez que dans les réunions publiques des listes concurrentes, il a été évoqué que j'étais je bétonnais et que, évidemment, les mauvaises langues ont dit que cette zone d'activité était faite pour Pelin et qu'elle était, au-delà de là, elle était inutile. Alors, quand j'entends ça, vous imaginez que mon cœur, il bat à grande vitesse. Merci Bramel pour me remonter. Ceci étant, je vous rappelle que cette zone d'activité, et André en est témoin, ITER est arrivé, a été le président de la République Chirac à l'époque, c'est en 2005 qu'il a signé le fait que ITER serait à Cadarache. Et donc, c'était André qui à l'époque avait les manettes, et immédiatement, les collectivités territoriales ont été saisies. Le Pays d'Aix, mais également les communes, et dès lors, il avait été question, et ça a été traduit après par la zone d'aménagement concerté, zone d'aménagement différé. Oui, merci à l'adjoint à l'urbanisme. Différé. Et donc, toutes les zones d'activité, qu'elles soient de logement ou industriel, à l'époque, avaient déjà été envoyées dans les tuyaux
pour qu'on puisse accueillir évidemment l'ITER. Ceci étant, ça a été un combat, je dirais, de tous les jours. Pourquoi? Parce que nous étions en zone inondable, souvenez-vous, des inondations de la zone d'activité en 1994, et il est bien évident que le préfet avait mis des conditions. La zone d'activité ne pourra se réaliser que si vous arrivez à faire en sorte que l'ensemble du territoire concerné ne soit plus en zone inondable. Donc, ceci étant, nous avons sollicité d'abord le pays d'Aix qui a été à la manœuvre avec moi. Nous avons décidé d'engager le dossier des espaces stratégiques en mutation. Ce dossier d'espaces stratégiques en mutation permettait d'être dans une exception dans le cadre de la doctrine Ron, c'est-à-dire de construire des zones d'activité qui étaient en zone qui allaient passer non inondables, mais qui étaient à l'époque inondables. Ceci étant, le syndicat mixte de la nuance, auquel je suis vice-président, nous a épaulés et nous avons fait pour presque 5 millions d'euros de digues et, je l'évoquerai encore tout à l'heure, pour satisfaire à la crue, pas centenale, mais millénale de 5500 mètres cubes secondes, c'est-à-dire que ce débit ne passe même pas au pont de Mirabeau et qui regonfle à Manosque. Donc, après multiples difficultés, nous avons finalement, dernièrement, eu l'enquête publique qui a été satisfaisante et donc nous pouvons engager maintenant la zone d'activité. Ceci étant, le commissaire enquêteur a reçu, et vous l'imaginez, puisqu'il y a eu une manifestation, a reçu les écologistes, comme je l'ai évoqué la dernière fois, des Pertuisiens, réellement agriculteurs concernés, il n'y en avait même pas qui se comptaient sur une doigt d'une main. Donc ceci étant, la situation est la suivante, c'est que cette zone d'activité, nous avons déjà ITER qui a retenu sur les 80 hectares. Il y a déjà 20 hectares qui sont le pluvial et les aménagements de la voirie. Donc on descend à 60. Et après, nous avons 30 hectares qui nous ont été retenus officiellement par ITER. Nous avons effectivement les entreprises Pélin. Donc aujourd'hui, je peux le dire tranquillement, puisque ce qui concerne la plus importante Pélin et ça, je ne suis plus actionnaire, je ne suis plus partie prenante dans cette affaire. Cette entreprise a besoin d'agrandissement. Elle a loué des locaux dans la zone à plusieurs endroits et il est légitime qu'ils puissent prétendre, comme tout un chacun, à pouvoir bénéficier de cette zone d'activité. Donc ils ont saisi évidemment la métropole, puisque c'est une compétence métropolitaine, pour qu'ils puissent avoir des terrains pour pouvoir s'agrandir et se développer. Il en est allé, et c'est Annie Amarouche qui a fait le nécessaire, puisqu'en tant qu'adjointe déléguée à l'économie, elle a évidemment collationné toutes les demandes après instruction, etc. Et nous avons déjà 30 hectares de retenue pour des entreprises industrielles autres que celles que je viens de vous évoquer. Donc vous imaginez que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Alors je ne comprends pas que les autres listes me reprochent ça, parce que toutes les communes de France et de Navarre souhaitent du développement économique pour combattre le chômage et se battent pour attirer les entreprises en faisant de la surenchère. Et je peux vous dire que même et au contraire, les municipalités communistes, et dont celle de Gardanne avec qui j'ai travaillé avec mon ami May, est très aujourd'hui enchantée du soutien que je lui ai apporté pour qu'il puisse, dans sa situation actuelle, avoir des entreprises et créer de l'emploi. Donc l'objectif d'une zone d'activité, avant tout, c'est pour créer de la richesse et créer de l'emploi. Et je pense que c'est dans l'intérêt public et dans l'intérêt commun. Et je ne vois pas pourquoi on vient me faire un grief parce que j'étais quelqu'un qui, toute sa vie, a essayé d'enrichir notre commune et de faire en sorte qu'elle se développe. Voilà. Alors, les propositions fantaisistes de mes concurrents, écoutez bien. Une boîte de nuit municipale pour les jeunes côté Botella. Ou encore côté Banon-Trinquier, une grande maison de la nature et du développement durable appelée, ça c'est moi qui l'ai dit, pastèque verte d'or, rouge de dage, je vous l'avais sorti l'autre fois, je vous le ressors.
C'est d'un amateurisme et d'une démagogie la plus totale. J'ai même été amusé de voir que le couple Bannon-Trinquier était allé jusqu'à exhumer la proposition farfelue du fantomatique Pérez de 2014, tombé dans les limbes de l'oubli, de créer un centre nautique sur l'Aise. Et pourquoi pas également, tant que nous y sommes, une maison de la paix et du peuple, chère à Pépone, dans l'avenue de la Liberté. Soyons un peu sérieux, les Pertuisiens méritent mieux que cela. Pensant avoir la science infuse, ces listes d'extrême gauche pensent même parler au nom du peuple pertusien. La liste emmenée par un CG6 marxiste, le plus mégalo de tous, c'est même autoproclamé modestement la voix du peuple. Ça doit rappeler les 68. Hein. Vous souvenez-vous, la voix du peuple, c'était ce qui était maoïste. Vous allez voir, je l'ai repris. Il ne manque plus qu'au tableau révolutionnaire qu'ils nous sortent le petit livre rouge de Mao, ou plutôt le Botello. Loin de cette agitation politicienne et brouillonne, nous essayons d'avancer au-dessus de la mêlée, de manière réfléchie pour bâtir le Pertuis de demain, et ce, avec un projet pensé autour de 10 engagements forts et une centaine de projets concrets, budgétés et planifiés. C'est ça finalement le plus important, parce que, vous l'avez compris tout à l'heure, j'ai dit que les euros ne poussaient pas sur les arbres, mais c'est bien ce qui s'est passé quand on fait de la surenchère et qu'on raconte n'importe quoi sans en connaître les tenants et les aboutissants, et dont certains sont déjà dans les tuyaux. Lors de notre dernière réunion, je n'ai pas eu le temps de vous les détailler, alors plutôt que de vous faire un long exposé, je vous propose de la découvrir d'ici quelques minutes en images. Mais avant cela, je souhaiterais évoquer avec vous 4 défis majeurs incontournables pour le prochain mandat qui mobiliseront toute mon énergie. Je suis manifestement le seul aujourd'hui à m'en saisir, puisque les listes concurrentes les ont totalement passées sous silence par incompétence. Assez complexe, ces 4 dossiers nécessitent une explication pédagogique assez détaillée, et je vais vous la présenter maintenant. Il nous était très difficile de le mettre dans les vidéos que vous allez voir tout à l'heure sur notre programme. D'abord, notre combat à l'encontre de cette monstropole marseillaise en faillite que les autres listes ignorent, imaginant que l'on pourra raser gratis demain, même dans la faillite. Imposée au forceps en 2016 par le gouvernement Hollande, rappelons, soutenu à l'époque par Bannon-Trinquier. Elle nous asphyxie et nous spolie. Mon souhait le plus cher, vous le savez, c'est d'en sortir au plus vite. Ce carcan est d'abord financier, avec l'effondrement des budgets métropolitains d'année en année et la débâcle financière de la métropole inscrite dans les prévisions de 2020. Tout cela avec son cortège de conséquences, en particulier sur nos communes. Ces budgets métropolitains, économiquement mortifères, territorialement injustes et légalement fragiles, dixiste Gérard Bramoulet, premier adjoint chargé des finances de la ville d'Aix, doyen honoraire de la faculté d'économie appliquée, docteur d'État en sciences économiques et agrégé d'économie, je le cite à nouveau, ce budget vampirise nos territoires au profit de Marseille. Les vases communicants sont déjà à l'œuvre et la métropole s'endette chaque jour davantage, 3 milliards d'euros aujourd'hui pour renflouer la cité marseillaise qui, endettée à 1,7 milliard d'euros. Celle-ci essaie péniblement de se refaire une santé sur notre dos. Vous le voyez sur la diapo derrière moi. Alors attendez, j'avais le... Je ne sais pas comment ça marche. Ah, voilà. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est que vous voyez les vases communicants. Vous voyez que la métropole... Pas de peau, ça ne marche pas. Ça a marché un peu. Ça a marché. C'est là-haut, Roger. En dessous au plafond. Bon.
voyez la dette de la métropole qui n'a cessé de monter. Je vous rappelle qu'à l'époque, le pays d'Aix, zéro endettement. L'endettement que vous voyez apparaître au démarrage de la métropole, c'est uniquement celui de Marseille. Donc au départ, vous imaginez qu'avec Marseille, voilà le départ. Ça, c'est la dette de la métropole qui ne cesse d'augmenter et la dette de la ville de Marseille qui baisse. Et vous avez compris que les vases communicants sont là, c'est-à-dire que cette baisse, évidemment, ils l'ont mis sur le dos de la métropole pour les piscines, pour les écoles, pour un tas de dépenses que vous entendez régulièrement dans la situation gravissime de Marseille. Cette dette colossale de Marseille est la conséquence d'une gestion calamiteuse de plusieurs décennies que les Provençaux et les Pertuisiens n'ont pas assumée. Et ce n'est pas moi qui en fais le constat, mais la Chambre régionale des comptes, qu'on ne peut pas accuser de partialité. Elle a passé au crible la gestion de la ville de Marseille, plus de 800 pages. Ces dernières années, son jugement est sans appel. Inutile de dire que si Pertuis avait connu les mêmes griefs, j'aurais remis depuis longtemps les clés de la mairie au préfet et probablement je me serais retrouvé en prison. Parce que je considère les documents, quand vous les lisez, ils sont tellement, je dirais, explicites que vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs affaires pénales là-dedans, et notamment en ce qui concerne la propreté urbaine. Le plus drôle, c'est qu'à l'inverse, le contraste est saisissant, puisque la Chambre régionale des comptes a livré à Maryse Joassin un satisfecit pour ses décennies de gestion de notre pays d'Aix, intercommunalité exemplaire, dans laquelle nous nous épanouissions et que le législateur a supprimé en 2016 pour la dissoudre dans une métropole marseillaise en faillite. Cherchez l'erreur. Ce carcan est également administratif, avec le siphonnage de l'essentiel de nos compétences communales. En effet, depuis 2018, notre plan local d'urbanisme, vous les voyez là sur la diapo, est devenu métropolitain et échappe désormais à notre conseil municipal et à sa population. De même, l'eau et l'assainissement, aussi la gestion des eaux pluviales, les aires de stationnement, les zones d'activité, la politique de la ville, la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, le tourisme, les abris voyageurs, la concession de réseaux électriques, de gaz et les services incendie et de secours, et bientôt les cimetières. Tout cela disparaît de notre responsabilité communale. Que nous restera-t-il en 2020? Un maire qui gère l'état civil, célèbre les mariages et inaugure les chrysanthèmes. Voilà ce qui va nous rester si la métropole perdure. Sans compter que cette structure hyper centralisée est progressivement devenue depuis 2016 une bureaucratie sclérosante et dépensière. C'est une succession de réunions inutiles gérées en coulisses par des hauts fonctionnaires dans leur tour d'ivoire, dans lesquels nous ne sommes pas écoutés et où les projets finissent les uns après les autres au fond du vieux port. Vous avez vu comment je l'ai dit, hein? Plus grave encore, la gouvernance est autocratique et le débat confisqué par une poignée de Marseillais majoritaires. Les centaines de délibérations métropolitaines sont énumérées à la chaîne à chaque conseil métropolitain et ne font pas, pour la plupart, l'objet d'un véritable vote. C'est l'heure. Allez, envoyez. Alors, pendant qu'ils finissent, là. Ah, voilà. Pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville,
l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présent, tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous, vous avez su faire face, en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande nation. Des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs, la solidarité, la fraternité. Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui, avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire. C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital. Car l'enjeu est de continuer à aussi soigner les autres maladies. C'est aussi de se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard, en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner et gagner. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'urgence est de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants, qui vont avoir à traiter, comme je viens de vous l'expliquer, de plus en plus de patients atteints. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer, gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer,
mais elles doivent limiter leur contact au maximum. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que nos aînés n'attendent pas longtemps, que des files ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Voilà, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. La deuxième, c'est de freiner l'épidémie. Pourquoi ? Le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé vous l'ont expliqué à plusieurs reprises, pour éviter l'accumulation de patients qui seront en détresse respiratoire dans nos services d'urgence et de réanimation. Il faut continuer de gagner du temps, et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Le service de garde sera mis en place, région par région, nous trouverons les bonnes organisations, pour que, en effet, les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail pour vous protéger et vous soigner. Et donc cette organisation sera travaillée par le gouvernement dans les prochains jours avec l'ensemble des élus et tous les responsables sur nos territoires. Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les ministres l'ont déjà annoncé, nous avons beaucoup développé le télétravail, il faut continuer cela, l'intensifier au maximum. Les transports publics seront maintenus, car les arrêtés, ce serait tout bloqué, y compris la possibilité de soigner. Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Dans le même temps, notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19 et continuer à soigner les autres malades. Des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières nationales, ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. Nous allons aussi mobiliser les étudiants, les jeunes retraités. Des mesures exceptionnelles seront prises en ce sens. Beaucoup d'ailleurs ont commencé, je veux les en remercier. J'ai vu il y a quelques jours au SAMU de Paris une mobilisation magnifique, émouvante, exemplaire, où des étudiants, à quelques mois de leur concours, étaient là pour répondre aux appels, aider, et où des médecins à peine retraités étaient revenus pour prêter main forte. C'est cela que nous allons collectivement généraliser en prenant les bonnes mesures. En parallèle, les soins non essentiels à l'hôpital seront reportés, c'est-à-dire les opérations qui ne sont pas urgentes, tout ce qui peut nous aider à gagner du temps.
La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons, parce que nous apprenons aussi de cette crise. Parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation, et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirerons toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort. La mobilisation générale est également celle de nos chercheurs. De nombreux programmes français et européens, essais cliniques, sont en cours pour produire en quantité des diagnostics rapides, performants et efficaces. Nous allons améliorer les choses en la matière et au niveau français comme européen, les travaux sont lancés. Nos professeurs, avec l'appui des acteurs privés, travaillent d'ores et déjà sur plusieurs pistes de traitement. À Paris, Marseille, Lyon, entre autres. Des protocoles ont commencé. Et j'espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous aurons des premiers traitements que nous pourrons généraliser. L'Europe a tous les atouts pour offrir au monde l'antidote au Covid-19. Des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin. Il ne pourra pas voir le jour avant plusieurs mois, mais il est porteur de grands espoirs. La mobilisation de notre recherche française, européenne, est aussi au rendez-vous. Et je continuerai de l'intensifier. Cette épreuve exige aussi une mobilisation sociale envers les plus démunis, les plus fragiles. La trêve hivernale sera reportée de 2 mois. Et je demande au gouvernement des mesures exceptionnelles dans ce contexte pour les plus fragiles. Enfin, l'épreuve que nous traversons exige une mobilisation générale sur le plan économique. Déjà, des restaurateurs, des commerçants, des artisans, des hôteliers, des professionnels du tourisme, de la culture, de l'événementiel, du transport souffrent, je le sais. Les entrepreneurs s'inquiètent pour leur carnet de commandes. Et tous, vous vous interrogez pour votre emploi, pour votre pouvoir d'achat. Je le sais, c'est légitime. Et avec les décisions que je viens d'annoncer ce soir, cette inquiétude économique va évidemment s'accroître. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux en la matière que nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payons. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires ou d'annulation ou de rééchelonnement. Mais je nous connais collectivement. On prend toujours trop de temps à faire cela. Je veux, pour nos forces économiques, des mesures simples. Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Nous défendrons nos entreprises de toute taille. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. En parallèle, j'ai demandé au gouvernement
de préparer d'ores et déjà un plan de relance national et européen cohérent avec nos priorités et nos engagements pour l'avenir. Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà aujourd'hui fait part de ses premières décisions. Seront-elles suffisantes? Je ne le crois pas. Il lui appartiendra d'en prendre de nouvelles. Mais je vais être là aussi très clair avec vous ce soir. Nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. Nous réagirons fort et nous réagirons vite. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. La France le fera, et c'est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. C'est déjà ce que j'ai fait lors du Conseil exceptionnel qui s'est tenu hier. Je ne sais ce que les marchés financiers donneront dans les prochains jours, mais je serai tout aussi clair. L'Europe réagira de manière organisée, massive, pour protéger son économie. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international, et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20. Dès demain, j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble, et à agir ensemble. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures sont nécessaires pour notre sécurité à tous. Et je vous demande de faire bloc autour d'elles. On ne vient pas, en effet, à bout d'une crise d'une telle ampleur sans faire bloc. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective, sans une unité. J'entends aujourd'hui dans notre pays des voix qui vont en tous sens. Certains nous disent « vous n'allez pas assez loin et voudraient tout fermer » et s'inquiètent de tout de manière parfois disproportionnée. Et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux. J'ai essayé de vous donner ce soir ce qui doit être la ligne de notre nation tout entière. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes, et il faudra les prendre en européen à l'échelle européenne, car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. L'autre écueil, ce serait le repli individualiste. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant nous plutôt qu'en pensant je, que nous relèverons cet immense défi. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir que je compte sur vous, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Je compte sur vous parce que le gouvernement ne peut pas tout seul, et parce que nous sommes une nation. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités, et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. Cela veut dire saluer sans embrasser ou serrer la main pour ne pas se transmettre le virus. Cela veut dire se tenir à distance d'un mètre. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins.
ils sauvent des vies. Des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter. Chacun d'entre nous détient une part de la protection des autres, à commencer par ses proches. Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire temporairement. Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants, pour aller travailler et s'occuper des autres. Je compte sur les entreprises pour aider tous les salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations, dans cette direction. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Nous en avons les ressorts, il y a déjà des actions qui existent sur le terrain. Nous pouvons faire encore plus fort, tous ensemble. Je compte évidemment aussi sur tous nos soignants. Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Le gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous. Je pense à tous nos soignants à l'hôpital qui auront les cas les plus graves à traiter, mais aussi beaucoup d'urgences. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, à tous les soignants qui sont aussi hors de l'hôpital, qui se sont formidablement mobilisés, que nous allons de plus en plus solliciter dans les semaines à venir. Je sais pouvoir compter sur vous. Le ministre de la Santé aura l'occasion aussi de préciser dans les prochaines heures les règles pour que nous vous aidions à bien vous protéger contre le virus. C'est le respect que nous avons envers vous et c'est évidemment ce que la nation vous doit. Les règles seront claires pour chacun, elles seront là aussi proportionnées et expliquées. Je compte sur vous, toutes et tous, pour faire nation, au fond, pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Construire plus encore que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Mais le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité.
mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a permis à notre peuple de surmonter tant de crises à travers l'histoire. La France unie, c'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République, vive la France. Vous venez d'entendre les... Bon, vous avez compris que cette solidarité est incontournable dans cette situation. Eh bien, déjà votre maire, s'il est réélu, prendra ça à cœur, comme il a porté pertuis depuis 2008. Vous pouvez compter sur moi. D'autre part, comme l'a dit le président de la République, pour réussir, il faut faire bloc. Et si nous n'avons pas une équipe municipale qui fait bloc, évidemment, ce n'est pas la réussite qui nous permettra de résoudre la situation sur notre commune. Il faut que nous soyons solidaires, mais également qu'il y ait une équipe mobilisée. Et donc je compte sur la future équipe municipale et je le remercie par avance. Donc, je reviens à la fin de l'exposé sur la métropole. Vous allez voir que ça va nous redonner un peu quelques thèmes un peu plus agréables, malgré les centaines de délibérations métropolitaines sont énumérées à la chaîne à chaque conseil métropolitain et ne font pas pour la plupart l'objet d'un véritable vote. C'est ça la démocratie marseillaise des républiques bananières. Pour vous en convaincre, regardez un instant quelques passages d'un précédent conseil métropolitain sous l'ère de Jean-Claude Gaudin, où intimidation, menaces et représailles font bon ménage à l'égard des élus du pays d'Aix et de votre serviteur, c'est édifiant. Un film de Marcel Pagnol, si ce n'était aussi grave. Envoyez. Allez, mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place, le quorum est atteint. Par conséquent, on peut ouvrir la séance pour l'appel. Toutes nos délibérations représentent plus de 12 000 pages pour les délibérations du Conseil et plus de 3 000 pour celles du bureau. Allez, monsieur Bramoulet. Et ça marche, si vous me parlez dans le micro, ça marche. Encore une dépense inutile. Ce budget, économiquement, il est mortifère. Deuxièmement, territorialement, contrairement à ce qu'annonce la Provence ce matin, c'est un budget qui est territorialement injuste. Et enfin, troisièmement, c'est un budget qui est légalement fragile. Merci de me laisser la parole. Sur le sujet sur lequel je partage ce qui a été dit tout à l'heure, il y a des chiffres importants que je voudrais vous développer sur ces 3 points. Madame Joissin. Monsieur Rousseau, après. Commence à parler et puis... Si, normalement, ça doit marcher. Commence à parler, ne touche rien. Monsieur le Président, je crois qu'il y aurait moins de satisfaits autour de toi, nous aurions peut-être plus de chances de nous en sortir globalement. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tellement ceux qui viennent, comme d'habitude, flatter la bête, si je puis m'exprimer ainsi, je ne veux pas avoir de mauvais jeux de mots. Il vaut mieux les gens qui disent les choses au bon moment, quand on peut peut-être encore régler la situation, que ceux qui sont toujours dans le satisfecit et dans la flatterie. Ce n'est pas mon cas,
Tu sais, Jean-Claude, que nous avons de longues années de combats ensemble, politiques, mais je dois dire qu'au Pays d'Aix, on n'a jamais privé quelqu'un de parole, et on n'a jamais hurlé comme c'était le cas lorsque les premiers orateurs ont pris la parole. Donc aujourd'hui, je ne peux pas voter pour un budget qui prévoit des augmentations d'impôts pour les Aixois et pour les habitants du Pays d'Aix. Je demande simplement, nous, on veut simplement sortir de la métropole. C'est pas compliqué, hein, on veut simplement sortir de la métropole. Mais laissez-nous partir, puisqu'apparemment, on n'est pas aimé. Apparemment, on n'est pas aimé, puisque lorsqu'on prend la parole, il y a des bruits de couloir et il y a des bruits de vent. Donc, nous ne sommes pas aimés, laissez-nous partir, c'est tout ce qu'on demande. Bravo. 96 qui concerne spécifiquement Pertuis. Vous savez que Pertuis, comme Saint-Zacharie, nous sommes dans les départements du Vaucluse et du Var, et que dans ces conditions, il y a le transfert de la voirie départementale dans la commune qui a été faite le 1er janvier 2017 à la métropole. Président, vous étiez, la première fois que j'étais intervenu, vous étiez d'accord avec moi pour que cette affaire puisse se régler d'une façon correcte pour la ville de Pertuis qui est dans une situation tout à fait particulière. Ceci étant dit, il ne s'est rien passé et là, on renouvelle au département du Vaucluse la compétence pendant 2 ans, alors que moi je imaginais, comme on l'avait évoqué, qu'on puisse la transférer à la ville de Pertuis. La ville de Pertuis a des compétences et j'ai regardé d'un point de vue légal, c'est-à-dire nous, la métropole pourrait transférer cette compétence à la ville de Pertuis. Or, nous n'avons d'une part pas eu ce transfert à la ville de Pertuis et deuxièmement, nous n'avons participé à aucune négociation alors que président, tu t'y étais engagé. Quand il y aura la compétence voirie et qui sera donnée à la métropole, nous en occuperons. On ne va pas faire un bout de voirie, d'autant qu'il y a la guerre avec le Conseil général de Vaucluse. Voilà. Bon, donc on le fera, cher Roger, on le fera quand la compétence nous sera donnée, mais on ne le fera pas d'ici là. Et comme vous ne votez pas en plus le budget, je n'ai pas trop envie de vous faire plaisir. Merde. Vous votez contre et vous me demandez quelque chose de meilleur après. 26. Favorable, monsieur le président. 27. Favorable. 28. Aussi. 29. Favorable. 30. Favorable. Il fallait tout faire. 31. Oui, tout faire. Favorable. 32. J'ai pris un petit cachet ce matin pour ne pas m'énerver. Ah bon. 33. Heureusement, hein. La séance est levée. Vous avez compris que quand je vous disais que c'était pratiquement